Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. C'est 90 minutes politiques avec évidemment quelques minutes de retard qu'on comblera. C'est les aléas du direct. Mais rassurez-vous, la qualité de cette émission ne sera en rien entamée. Au contraire, avec les éminences qu'on a amenées, qu'on a invitées sur ce plateau, on va faire avancer le débat. Rappelez-vous, la semaine passée déjà, on a commencé un débat sensible. On a parlé de la question de l'alternance au sommet de l'État, au Cameroun et même en Afrique, avec le profil type de l'homme politique de demain, de l'homme qui arrivera aux affaires, une sorte de portrait en 3D. Vous allez le comprendre, c'est un peu cinématographique, justement, parce que le contexte aujourd'hui le permet. Et puis aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi dans tous les pays africains, quasiment, surtout à l'aube de l'année aux échéances cruciales, c'est-à-dire en 2015-2016, l'Afrique aura évidemment de plein face de l'alternance, des élections, et puis il y a ce verrou de la Constitution que certains voudraient voir sauter. Pourquoi? On va essayer d'en savoir davantage tout à l'heure. Au Congo, les deux Congos d'ailleurs, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire. Pourquoi les pays africains en général jouent avec le feu et jouent avec leur constitution? À titre de rappel, la constitution des États-Unis a 2 siècles environ et même plus, mais il y a eu juste 2 amendements. Vous comprenez? Alors aujourd'hui, pour en parler, Jean-Pierre Bekolo, parti de France, pour Yaoundé et pour Douala, il est là, il est cinéaste, mais c'est un cinéaste, j'allais dire engagé, mais ce serait un pléonasme. C'est simplement quelqu'un qui essaie de se projeter ou bien de projeter ses thèmes visionnaires sur la société idéale et idéalisante qu'il veut. Alors, c'est un grand monsieur et le Cameroun est fier d'avoir des icônes qui représentent le triangle national à l'échelle internationale. Jean-Pierre Bekolo, bonsoir et bienvenue dans 90 minutes politiques. Bonsoir et merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de vous avoir. Oui, non, l'émission a l'air très intéressante, donc vraiment, je suis ravi d'être là aujourd'hui. Alors, Henri Diabaté Mandin, journaliste, historien, chercheur, un petit fou de la pensée, écrivain aussi quand il ne lit pas. Alors, c'est aussi un honneur pour nous de vous recevoir sur Canal 2 International, la chaîne qui fait avancer les idées novatrices. Alors, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Martial, c'est un plaisir immense. Il faut dire qu'il est renouvelé. Il faut comprendre que je fais déjà partie des meubles. Et surtout qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir sur le plateau à côté de moi Jean-Pierre Bekolo, Magic Man. Et donc je pense que ce sera 90 minutes de haute voltige intellectuelle. J'allais vous dire, n'ayez pas peur à la maison. La politique, c'est vous, c'est nous. C'est notre don commun, comme j'ai souvent coutume de le dire. Nous devons nous intéresser à la gestion de la cité, de notre patrimoine commun, de notre pays, de notre avenir. Et à Yaoundé, nous allons retrouver Claude Abaté. Claude Abaté, c'est le MECAM, c'est le patron des patrons du MECAM. C'est un homme politique qui est souvent sujet à controverse, tellement ses sorties sont commentées, analysées. Et puis c'est aussi un économiste, c'est un intellectuel, contesté ou pas, mais il a le mérite de dire ce qu'il pense. Claude Abaté, vous êtes à Yaoundé, bonsoir et bienvenue. Bon, le temps qu'Yaoundé se mette en place, on va saluer aussi Savané, lui il est à Paris, c'est un consultant, c'est un chercheur, c'est un engagé aussi de la cause africaine. Salut, un petit bonsoir, si vous êtes déjà dans nos studios à Bobigny, à Paris. Salut aussi, Savané. On va revenir forcément pour faire avancer le débat. Alors, Jean-Pierre Bekolo, pour préciser les choses, vous êtes un étudiant à l'époque qui a 19-20 ans, il étudie de la physique à l'université à Yaoundé, après il est piqué par le virus, après c'est quartier Mozart, après ça s'enchaîne jusqu'aux saignantes, et puis très récemment, en 2013, le président. Vous demandez au président d'un pays imaginaire, ou réel d'ailleurs, de partir, que la longévité serait pernicieuse pour l'État. Est-ce que vous avez bien pensé votre documentaire ou c'était un peu, c'était borderline quand même, ou très osé?
Bon, d'abord, j'ai envie de dire que depuis le président, j'ai fait un autre film donc, sur Mudimbe, l'auteur du fameux livre The Invention of Africa. L'Afrique est une invention. Quand on parle d'Afrique, c'est parfois ceux qui nous ont inventé qui savent de quoi ils parlent plus que nous-mêmes. Mais juste pour revenir sur le président, non, le film, c'est plutôt une réflexion. C'est-à-dire que l'être humain, à mon avis, vit de projection. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des enfants, travailler tous les jours sans savoir de quoi le lendemain sera fait. Donc là, nous avons des situations où nous avons presque une épée de Damoclès pour savoir qu'est-ce qui va se passer après, qui nous attend. Et l'idée, c'était tout simplement, avec un film comme celui-là, de participer à la discussion. C'est-à-dire que nous ne sommes pas les seuls. Dans tous les pays africains, parfois, les départs des chefs d'État sont des crises. Au Congo, Zaïre, à l'époque, on a vu en Côte d'Ivoire, et ça fait 10 ans, 20 ans de guerre. Donc je me suis dit, il serait important que nous aussi, on anticipe, que ce qui est arrivé aux autres ne nous arrive pas, et que le cinéma a sa place dans ces discussions et dans ces débats, et qu'il faudrait qu'on spécule. Le cinéma spécule, c'est-à-dire que c'est comme la science-fiction, on dit, et si les Martiens étaient parmi nous? Et si, et si, et si? Donc on se pose des questions. Donc on réfléchit avec le cinéma aussi. Mais la communauté internationale, enfin la critique internationale a salué ce film. Il était osé, mais sur place, on a senti une petite censure, on a senti une certaine défiance. On a eu peur de ce Jean-Pierre Bekolo qui attaque un peu le régime. Bref, on a été un peu épidermique, malgré qu'on soit quand même, je suis fier de l'avouer ici, un très grand pays. Il n'y a pas beaucoup de pays où la parole, où les langues se délient quand même, où la liberté de ton est quand même acceptée. Et ça, on le tient quand même à Paul Biya, qu'on le veuille ou non. Mais alors, vous, sur place, comment vous avez senti quel est le regard qu'on a porté sur vous? Bon, c'est vrai que ça fait déjà quand même plus d'1 an, hein, tout ça. Donc, on a eu le temps de digérer, de regarder un peu tout ce qui s'est passé. C'est vrai que moi, j'ai toujours pensé que le Cameroun était un pays où je pouvais parler, sinon je n'aurais pas fait. C'est-à-dire que première chose, j'étais même surpris d'ailleurs qu'il y ait des problèmes, je vous dis très franchement. Bon, mais je me suis dit aussi que ce qui était compliqué, c'était le fait d'annoncer quelque chose ou de discuter ouvertement de quelque chose dont tout le monde parle dans les coulisses, dans toutes les maisons, dans tous les bureaux. Moi, j'ai entendu tellement parler de l'idée de la suite. Et puis, surtout, et c'est là où, quand l'ambassadeur de France a été le premier formellement à interdire le film par une lettre, c'est là où je me suis dit que c'était une affaire beaucoup plus complexe, c'est-à-dire... Mais comment c'est l'ambassade de France qui interdit... À cause de l'Institut français, c'est-à-dire que la seule salle de cinéma... C'est quand même la France qui nous a enseigné les droits de l'homme, enfin, j'allais dire. Oui, mais... Si c'est pas eux qui les bafouent. Oui, mais il y a des exceptions, pas, il y a des exceptions, et il fallait voir, la lettre devait faire 2 ou 3 pages, il fallait voir toutes les contorsions dont il usait pour expliquer qu'un film ne peut pas passer à l'Institut français. Donc, on comprend très bien qu'il y a 2 poids 2 mesures. La France des libertés n'est pas la France du Cameroun. Bon, cela dit, je me suis dit, effectivement, peut-être que dans les coulisses, dans ces pays-là aussi, ils sont déjà, eux, en train de réfléchir à ces choses. D'ailleurs, les révélations de Wikileaks nous en disent beaucoup par rapport à la relation que des autorités camerounaises ont eue avec l'ambassadeur américain. Donc, c'est clair que ça ne se joue pas que chez nous. Et moi, ça m'a un peu révolté. Je me suis dit, mais nous sommes les premiers concernés. Pourquoi ces choses ne concernent que les autres? Nous, si jamais ça se passe mal, c'est nous qui allons payer le prix. Ça se passe bien, c'est nous qui allons en profiter. Donc, le débat, peut-être que ce n'est pas aux autres de nous interdire d'avoir ces débats. Enfin, bref. Mais de toutes les manières, si le peuple ne s'approprie pas le débat, ou bien si les intelligences ne commencent pas à poser les vrais problèmes sur la table, le débat peut s'exfiltrer dans les terreaux du recul identitaire, du terrorisme et de tout ce qu'on connaît. Henri Diabaté, avec vous, on a commencé ce débat sur l'alternance, après relayé par toutes les autres chaînes de télé qui savent souvent bien suivre. Hein. C'est pas leur tort. Mais bon, est-ce que vous sentez aujourd'hui que l'alternance mérite d'être mis sur la table et qu'on devrait en parler avec toute la décomplexie qui va avec? Bon, ben, on parle... Bon, le véritable problème, c'est qu'on parle d'alternance lorsqu'il y a une plateforme institutionnelle, il y a un État qui est fort, il y a une structure qui existe. Or, chez nous, le véritable problème, moi, je suis étonné. J'ai l'impression qu'on met la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que pour qu'il y ait alternance, je l'ai dit tantôt, il faut qu'il y ait une superstructure. Or, chez nous,
il faut casser la structure. C'est-à-dire qu'il faut déstructurer l'État postcolonial parce que l'État n'existe pas. Les problèmes qu'on a Boko Haram, c'est une menace, mais Boko Haram, ce n'est pas un enjeu sécuritaire pour nous. C'est-à-dire que Boko Haram ne fait que symboliser la faillite de l'État postcolonial, c'est-à-dire l'État qui est incapable de garantir la sécurité à ses populations, l'État qui est incapable de donner du pain, l'État qui est incapable de loger ses sujets, l'État qui est incapable de donner les qualifications professionnelles scolaires aux enfants. C'est ça la faillite de l'État. L'État a largement prouvé son incapacité à créer le bonheur, à être un paradis pour les populations. En France, par exemple, vous allez voir à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, entre 1946 et 1958, il y a eu la Troisième République, la Troisième et la Quatrième République. Tout le monde a vu l'instabilité gouvernementale avec la faillite des politiques économiques qui ont été faites. De Gaulle est venu en 1958, il a eu le courage de créer la Cinquième République. Et cette constitution-là a donné le Francfort, cher Antoine Pinet, un plan d'industrialisation très fort, ce qu'on appelait les 30 glorieuses. Donc entre 1958 et 1974, on a senti que la France était sortie, elle dont l'économie était sortie exempte de la Deuxième Guerre mondiale, la France s'est retrouvée. La France s'est remise à retrouver son rang, c'est-à-dire au niveau des grandes nations mondiales. C'est ça le problème. Donc, et c'est ça qui est fondamental, c'est-à-dire qu'il faut restructurer l'État. Il faut lui donner de nouvelles priorités, puisque l'État que nous avons vécu, avec lequel nous avons vécu depuis 1960, cet État est complètement hors jeu aujourd'hui, parce qu'on vivait sous le règne, sous l'empire de l'État-providence. Or, aujourd'hui, l'État, devant les soubresauts économiques, l'État est complètement exsangue. L'État n'arrive plus à jouer son rôle. Donc, il faut déstructurer l'État, lui donner de nouvelles missions. Et maintenant, c'est ce que j'appelle la superstructure. Et maintenant, parler d'alternance. Alternance ne veut dire pas toujours qu'un chef d'État succède à un autre. Ça peut être l'alternance d'un système. On peut substituer un système à un autre. Parce que dans l'esprit des gens, c'est que est-ce que les conditions de l'alternance sont crédibles chez nous? C'est-à-dire qu'il faut... Est-ce que quelqu'un d'autre peut succéder à Paul Biya? Que ce soit sur le plan biologique, il ne sera plus là demain. Que ce soit sur le plan, les Camerounais ne sont pas quand même des idiots. N'importe comment, lorsque sa politique ne va plus satisfaire le grand nombre, c'est-à-dire... non, mais parce qu'elle satisfait déjà le grand nombre, là, mais maintenant. bien entendu, elle satisfait le grand nombre. Mais les Camerounais je suis en droit de poser les Camerounais ne sont d'interrogation. pas des monsieur Jourdain de la politique. Je vous assure, les Camerounais savent, ils le soutiennent. Donc, vous n'allez pas me dire le contraire, il n'est pas là au hasard. Bon. Donc, écoutez, Monsieur Diabaté, on va aller faire un petit tour à Paris. Saliou Savané doit déjà être installé. Nous sommes dans nos studios à Bobigny avec toute l'équipe technique qui est là-bas. Saliou Savané, on a parlé de ces constitutions qu'on touche et finalement on joue avec le feu. Votre regard panoramique, hein, comment vous voyez l'alternance, enfin j'allais dire comment vous voyez ce verrou de la Constitution qu'on veut faire sauter dans tous les pays pour permettre à quelques chefs d'État de s'installer, que ce soit dans les deux Congos, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit même un peu en Côte d'Ivoire ou même au Cameroun. Quel est votre avis? Et bonjour, Saliou. Votre camarade, M. Diabaté, tout à l'heure, avait parlé de superstructure. Il faudrait parler aussi d'infrastructure. Parce que l'infrastructure, c'est ceux qui fondent, ceux qui constituent la superstructure, c'est-à-dire l'élite politique. Le problème, c'est que, pour donner une vision panoramique, dans l'ensemble de ces pays, vous avez une élite qui a vocation à perdurer, à s'auto-reproduire pour durer le plus longtemps possible au pouvoir. Et là, à ce moment-là, se pose la question de savoir quelle est la perception que nos élites ont de l'État. Est-ce que l'État est un instrument de rente pour perdurer, pour s'enrichir, ou l'État est un outil d'amélioration de notre condition de vie? Ça, c'est la grande question qu'il faut poser. Alors, je pense que dans l'ensemble de nos pays,
on peut observer un dévoiement du rôle de l'État. Dès lors que dans la perception des gens s'instille un dévoiement, une perversion du rôle de l'État, il ne faut pas s'étonner à ce qu'il n'y ait pas d'alternance. L'alternance suppose que les gens aient déjà un esprit démocratique. Et ça suppose que les institutions soient solidement ancrées. Et pour que les institutions soient solidement, enfin, soient solides, il faudrait que ceux qui les représentent soient mus par un esprit, par le sacerdoce du service de l'État. Alors donc, c'est pour vous dire que c'est un problème qui est assez profond. Bon, là, j'aborde là la question, le côté endogène, c'est-à-dire ce qui concerne nos États à l'intérieur, enfin, au sein de l'Afrique subsaharienne. Maintenant, nous avons évidemment les facteurs exogènes. Vous avez des puissances au dessein pour le moins inavouable qui ont intérêt à ce que certaines coteries politiques dans nos pays perdurent pour des intérêts financiers, pour des intérêts géopolitiques, pour des intérêts... voilà. Alors, il y a un problème. Il ne faut pas oublier que nous sommes sortis de la guerre froide et dans ce contexte de mondialisation, nous sommes confrontés à un défi qui n'est pas propre à l'Afrique. C'est-à-dire que nous sommes territorialement au sein d'États, alors que la mondialisation, elle est par vocation transversale. Elle est d'une nature qui fait que les rapports sont plus efficaces quand ils se font à l'échelle de grands ensembles. Alors, ça, c'est le premier problème. Le second problème, c'est que cette mondialisation, qui a de bons côtés certes, elle génère une forme de criminalisation du marché. Et un des risques que nous courons, c'est l'alliance, la conjonction entre criminalisation du marché et idéologie fondamentaliste, comme c'est le cas avec Boko Haram. Alors, pour revenir à votre question sur l'alternance, il faudrait, à mon avis, que nos élites, que nous procédions au changement de nos élites, que nous fassions l'effort ou que nous nous organisions pour que les élites qui nous représentent soient des personnalités probes et qu'elles soient conscientes des véritables enjeux de nos pays. Voilà. Merci, salut aussi Savané. C'est un plaisir, on va vous reprendre tout à l'heure. En attendant de revenir sur Yaoundé, d'où nous attend Claude Baté, du côté d'Etoudi, dans quelques instants. Alors, Jean-Pierre Bekolo, on a parlé, pour être simple, hein, on s'est dit il faut qu'il y ait des hommes nouveaux. C'est un processus logique. Et puis, nos chefs d'État ne veulent pas souvent partir facilement. On organise des mécanismes, on appelle des intellectuels, qui sont très intello quand il faut tricher avec la loi, un petit amendement, pour ne pas partir et mourir, là, finalement. Alors, comment on peut juguler ça? Je crois que c'est un peu, faut dire un peu d'où venons-nous, comment sont nés nos pays. Le cas du Cameroun est exemplaire, et ce n'est pas moi qui l'ai dit, le livre Cameroun avec K, il l'explique très bien, et ça c'est les rapports français de l'armée française. Donc en fait nous sommes nés dans la tricherie, c'est-à-dire qu'on nous a accouchés d'abord pendant une guerre, c'est-à-dire que les Camerounais voulaient la libération et on accouche des bébés adultères. Voilà, il y a comment on appelle ça, le péché originel en fait au départ. Donc et c'est pas loin, 60, 50, maintenant, aujourd'hui, beaucoup sont encore là d'ailleurs, et les systèmes sont en place. Donc, nous naissons, d'abord, il faut dire pour le cas du Cameroun, pendant une guerre. Et nous devenons indépendants sans élection aussi. Toutes ces choses sont quand même assez importantes. Donc, et beaucoup de tricherie, puisque aujourd'hui, on sait maintenant que les Français ont dû tricher pour ci, ils ont triché pour ça. Donc, finalement, nous avons ce que nous avons. Bon. Et le dernier film que j'ai fait, donc, intitulé Moudimbe, les choses et les mots de Moudimbe, Valentin Moudimbe, il faut le préciser, c'est quand même
pour moi, une des personnalités africaines intellectuelles les plus importantes aujourd'hui. C'est un ancien moine bénédictin, il parle près de 30 langues. Et il a écrit un livre fabuleux, The Invention of Africa. Je le dis en anglais parce qu'il n'est pas encore traduit en français. L'Afrique est une invention occidentale. Donc, quand on dit Afrique, ce n'est pas notre affaire. Donc, ça veut dire quoi? Si nous sommes inventés, aujourd'hui, nous gérons nos pays dans une matrice pensée par d'autres. Mais tous les peuples du monde ont été inventés. Après, c'est peut-être se réinventer qu'il faut. Voilà, donc, c'est-à-dire que j'ai un ami qui dit toujours, pourquoi les Noirs restent toujours là où les Blancs les ont laissés? C'est-à-dire que nous sommes vraiment typiques de ça. Quand les Blancs nous laissent quelque part, ils peuvent nous retrouver 100 ans au même endroit. Hein? Pourquoi? C'est-à-dire que nous abordons ces choses qui nous ont été données, pas pour notre bien d'ailleurs, mais avec une religiosité qui, pour moi, est quand même aberrante. Quand les gens te parlent de l'État au Cameroun, mais ils te parlent d'un État répressif vis-à-vis des Camerounais nationalistes. Mais aujourd'hui, on te dit toujours, ah, c'est l'État. Ou bien on vous dit, ah, c'est ça le pays. Mais dans notre conception africaine du pays, c'est un endroit agréable. Mais quand on vous dit, viens parler au pays, mais c'est la répression coloniale française dont il parle. Donc, c'est devenu notre identité, on l'a épousée, et on en est même fiers des fois. Ce que je veux dire, c'est que l'invention n'est certes pas le seul problème, mais là, je suis d'accord avec vous. C'est la gestion que nous avons aujourd'hui et faire le vrai bilan de ce qui ne marche pas. Et je suis d'accord avec vous quand vous dites que les problèmes que nous avons, c'est la fin, si tu veux, d'un État qui a été inventé pour nous, pour servir à d'autres fins, en fait. Bon, maintenant, c'est la réinvention qui est le vrai sujet. Comment nous réinventer à partir de là où nous sommes aujourd'hui, ne pas rester là où le blanc nous a laissés. Pour moi, c'est le véritable enjeu. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas un bureau où ça se passe à Yaoundé. C'est-à-dire que je ne connais pas un service qui pense ou qui gère l'idée d'une réinvention de quelque manière que ce soit. Donc, ça veut dire que nous n'avons pas commencé à penser même l'idée qu'on peut être à un autre endroit que là où le blanc nous a laissés. Je suis presque sûr que si beaucoup de blancs qui ont travaillé au Cameroun, à l'époque où ils inventaient des BMM, tous ces services de répression des Camerounais, s'ils renaissaient, ils venaient, ils allaient trouver le même bureau, où on fait encore les mêmes choses qu'il a laissées, alors que lui, ses petits-enfants aujourd'hui ne supporteraient pas les mêmes choses. Pourquoi restons-nous là où le blanc nous a laissés? C'est ça, moi, ma véritable question. Et c'est la faute des élites. Et là, je suis d'accord. On a un problème avec des élites. C'est-à-dire que les élites qui ont passé leur temps à jouir. Parce que, justement, en nous créant, puisqu'il fallait acheter des nouvelles personnes pour critiquer et condamner les nationalistes, on a donné des joujoux, des voitures, des petits privilèges. Et c'est jusqu'aujourd'hui les joujoux que nous gérons. Mais Jean-Claude Bécoulou, on n'est pas dans un film, là. Vous voulez nous dire que l'Africain, aussi grand soit-il, est comme un petit gamin à la course des bonbons, à la recherche d'un petit poste? Mais dites-moi, moi, les postes ici, c'est quoi? Je ne sais pas, moi, je veux rien. Vous avez entendu une vision, un idéal, avant que quelqu'un soit nommé à un poste ici dans notre pays. Vous l'avez entendu énoncer une vision et qui a abouti à la nomination. Mais Henri Diabaté, justement, ça nous ramène sur ce problème. Quelle est notre conception de la politique? Pourquoi faisons-nous de la politique? Pour tuer? Pour tricher? Pour piller? Pour voler? Je ne sais pas. Comment ça se passe dans nos schèmes mentaux, là? J'ai envie de comprendre. C'est une véritable psychanalyse de l'esprit. On n'est pas incompétent, forcément, mais ça nous interpelle. Oui, mais Jean-Pierre Bécoulou l'a brillamment expliqué tout à l'heure, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a un déni, il y a une sorte de péché originel qui entache l'indépendance, l'acte d'indépendance, l'acte constitutif de l'État. C'est-à-dire que le Cameroun a été enfanté dans la douleur. Des milliers de Camerounais en ont payé le prix. Donc, ils sont allés jusqu'au sacrifice suprême de leur vie pour que le Cameroun soit libre. Et ce sacrifice-là a été méconnu par tous les gardes-chiourmes de l'impérialisme colonial français qui, en parfait protecteur des intérêts de la colonie, du colon, de la métropole, ont fait table rase de l'engagement, du sacrifice des dignes fils du Cameroun pour la conquête de la liberté. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, la politique pour nous consiste à quoi? Je te prends un seul exemple pour les intellectuels. Chez nous, l'intellectuel, c'est le décret. L'intellectuel, lui, court vers le décret. On a installé le décret à l'université. L'université qui a le creuset de la pensée, le creuset de l'intelligence. C'est à l'université qu'on découvre le soleil. C'est-à-dire que c'est Prométhée là-bas à l'université, il a amené le feu.
Et le feu sacré là qui doit inonder, qui doit allumer, irriguer les pensées. Malheureusement, le feu sacré ne touche pas les intellectuels. À l'université, tout le monde cherche à être doyen. Parce que doyen, tu as rang et prérogative de directeur de l'administration centrale. Donc, ça te permet d'avoir de petits privilèges. Quand tu es, je ne sais pas, vice-doyen, ça te donne... Je connais des doyens qui ont renoncé par probité morale. Hein? Ah, bah, ils ne sont pas nombreux. Et vous savez, et pour ça, les gars sont prêts à s'entretuer. Le Cameroun est le seul pays au monde où les intellectuels, les universités signent les motions de soutien. Ça n'existe pas au monde. On est le seul pays au monde où vous voyez 25 docteurs d'État signer, dire à Paul Biya, pardon, modifier la Constitution pour rester là ad vitam aeternam. Oui, il n'y a qu'au Cameroun que ça existe. Après, qu'est-ce qu'ils vont enseigner? Rien. Vous comprenez tout de suite qu'ils vont même falsifier les livres de sciences politiques pour que les enfants... Et ils vont enfanter qui? Ils vont enfanter intellectuellement des gens qui sont bornés dans la tête, des handicapés. Et on aura une société d'handicapés, bien entendu, de monsieur pas debout. Ne nous faites pas coller un procès contre les handicapés sont déjà très... qui sont légion. Donc vous voyez, donc c'est ça le véritable problème. Donc il y a eu ce déni à l'indépendance. Et maintenant, qui fait qu'aujourd'hui, la politique, on en parlait en off tout à l'heure, on disait chez nous, pour comprendre un peu le degré de désaffection des gens pour la pratique politique, on était petits, on disait, on t'a fait la polée. C'est-à-dire que vous voyez deux camps, des enfants qui jouent au quartier, dans la cour, et il y a un gars qu'on met au banc de touche, on dit, oh, mais toi tu attends. C'est souvent le plus brillant qu'on mettait. On dit, attends. Ouais. On lui demande, mais qu'est-ce que tu fais? Toi tu es un bon joueur, qu'est-ce que tu fais au banc de touche? On m'a fait la polée. Et dans les familles, on dit, ah, il est adjoint politique. Donc il parle, il aime la politique. Tu vois, c'est quelqu'un pour dire de quelqu'un qui ne va pas droit, qui ne prend, qui est pusillanime, il ne prend aucune décision. On dit, il aime la politique. Est-ce que ce n'est pas justement le contraire de toute autre chose, la politique? Avec Claude Abaté à Yaoundé, dans nos studios à Itoudi, c'est pas hasard, hein, si c'est à Itoudi, je sais pas. Alors Claude Abaté, vous êtes justement là. On a commencé le débat. Alors, pourquoi chez nous, on a cette obsession de la Constitution qu'il faut toucher, retoucher, modifier pour que le roi meure sur place? Quelle est votre lecture? Oui, merci. Bonjour Martial, bonjour à vos invités également. Écoutez, je n'ai pas une réponse, je dirais une panacée pour répondre à votre question, mais j'ai tendance à penser que dans l'analyse de toute chose, il faut à la fois s'intéresser certes aux effets, mais il faut surtout déterminer au départ la cause. Parce que je pense que très souvent on parle des causes, des faits, des effets d'une cause qui, pour moi, sur le plan historique, est plus lointaine. Cette tendance à tripatouiller ici ou là les textes, notamment la Constitution. Je voulais d'ailleurs commencer par un exemple, pour reprendre l'exemple que mon ami Diabaté prenait tout à l'heure. C'est bien beau de dire qu'au Cameroun, le Cameroun est le seul pays où les intellectuels appellent à la modification de la Constitution. Ça, c'est vrai. Mais si on regarde bien, le Cameroun n'est pas le seul pays où il y a eu des modifications de Constitution. Donc, que ça se fasse par l'appel des intellectuels ou par tout autre moyen, on voit qu'il y a une instabilité de Constitution. Et comme je dis, donc, il faut comprendre, à mon avis, la cause. Et je crois que, Martial, l'histoire du monde, on dit souvent que la justice est toujours la justice des vainqueurs. Hein? La justice est toujours les vainqueurs. Lorsqu'on regarde l'histoire du monde, c'est toujours les vainqueurs qui ont toujours, à un moment donné de l'histoire, conduit le destin du monde. Et je crois que le problème de l'Afrique et des Africains, c'est que trop souvent, on ramène notre défaite à la défaite des nationalistes. Alors que pour moi, la défaite remonte à plus loin. Parce que c'est vrai que la défaite des nationalistes sur le terrain, puisque la plupart des indépendances qui ont été acquises ici ou là en Afrique, à la seule exception d'un pays comme l'Algérie, a été fait en marginalisant un peu ou en assassinant même les nationalistes authentiques.
Et je crois, mais lorsqu'on regarde ça, on voit que la colonisation même était déjà une défaite de l'Afrique. Et avant la colonisation, la traite négrière était déjà une défaite de l'Afrique. Donc il faut que les Africains s'interrogent d'abord pourquoi nous avons été défaits sur le plan historique. Avant de chercher à vouloir construire des États, à les moderniser ou à les rendre. Donc il faut d'abord s'interroger, parce que pour moi la cause vient déjà de là. C'est que nous les Africains, lorsqu'on remonte dans l'histoire, on voit que depuis 27 siècles, l'Afrique est dominée, à la fois par les Arabes au début, après par les Occidentaux. Tout le mal vient de là. Et lorsque on aura compris pourquoi nous avons été défaits d'abord sur le plan historique, avec toutes les conséquences que ça a entraîné, tous les effets que ça a entraîné, ça pourra nous permettre effectivement à la fois de repenser notre modèle, le modèle africain, de gouvernance, d'organisation socio-politique, mais ça permettra également de transcender un certain nombre de situations comme celles que nous voyons. Donc pour moi, l'État que nous avons construit était le prolongement d'un État colonial. On le sait très bien. Ce n'était pas un État inspiré, pensé, construit par les Africains. C'était un État qui était là pour préserver les intérêts que le colon n'avait pas pu préserver puisque le système colonial en lui-même était arrivé à la fin. Donc à partir de là, tout s'explique. Même les Africains que nous sommes aujourd'hui, la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas des Africains. Le simple fait d'être baignés dans l'éducation occidentale fait que, au bout de la chaîne, avec les diplômes que nous obtenons, nous ne sommes plus vraiment des Camerounais, des Kenyans, des Ivoiriens. Nous sommes des gens qu'on a tirés, mais qui ont un modèle de pensée, qui ont une façon de voir le monde, qui les met tout de suite en conflit avec leur société. Donc, pour moi, les modifications de constitution et tout autre, pour moi, s'explique simplement par le fait que les Africains aujourd'hui sont dans un système d'organisation sociopolitique qui n'est pas le leur, qui a été imposé par les vainqueurs, et les vainqueurs sont avec les complices. Parmi ces complices que nous sommes, entre guillemets, il y en a ceux qui sont très complices, il y en a ceux qui essayent de jouer, hein, de jouer, qui reconnaissent, qui ont pris conscience de la situation et qui essaient de jouer, mais le système fondamentalement n'a pas changé. C'est un système de domination qui a été mis en place par le colon, et au-delà, avant même le colon, il y a eu un système qui a complètement désaxé les Africains. Et donc, pour moi, voilà le véritable problème, voilà le fondement. Tout le reste, parce qu'on peut ne pas tripatouiller les constitutions aujourd'hui, dans le système actuel, c'est autre chose qu'on va tripatouiller, parce qu'en réalité, nous sommes toujours en train de nous battre pour notre véritable indépendance. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps par rapport à votre question. Donc pour moi, il faut vraiment remonter l'histoire, comprendre alors moi je l'explique, hein, peut-être que nous sommes dans votre débat, j'explique la défaite de l'Africain par une sorte de naïveté ontologique. J'ai l'habitude de prendre un petit exemple. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de Chinois en Afrique. Les Chinois sont un peu partout en Afrique, dont au Cameroun, une forte communauté. Mais je vous mets au défi, avec vos invités, Martial, de me montrer un seul Chinois qui est tellement ami intime avec les Camerounais, au point de dormir ses deux yeux fermés. Ces gens sont dans notre pays, font des choses, mais vous voyez très bien qu'il y a comme une petite barrière infranchissable, où ils se protègent, mais l'Africain, c'est celui-là qui veut être ami avec tout le monde, qui dort les yeux fermés avec tout le monde, où tout le monde devient son ami, et il livre tout, il donne tout, il est tellement fraternel, qu'il ne se rend pas compte que les gens qui l'abordent ne viennent pas forcément dans le but d'être amis avec lui. Ils viennent étant conscients que l'homme est un loup pour l'homme, et ils viennent vers lui pour tirer ce qu'il a de meilleur. C'est nous, quand vous voyez l'Africain, nous avons une certaine naïveté, que moi j'appelle une naïveté ontologique, qui nous poursuit jusqu'à aujourd'hui. On veut être amis avec tout le monde, on veut transformer des pays qui nous ont colonisés en pays amis. Hein, je ne sais pas, il n'y a qu'en Afrique où tu vois des anciens colons qu'on appelle aujourd'hui amis, alors qu'ils devraient être des partenaires. Des partenaires. Donc voilà pour moi la vraie cause. Le reste pour moi c'est des analyses ou des commentaires sur les effets d'une cause plus profonde, plus lointaine et, sur le plan historique et peut-être même anthropologique, parce que comme je dis, il y a un peu de naïveté chez l'Africain qui fait que
malgré son intelligence, parce que nous sommes assez intelligents, ce n'est pas que nous ne sommes pas intelligents, nous avons des valeurs, nous avons un certain nombre, mais nous avons cette naïveté dans la confrontation des parce que nous sommes assez intelligents, ce n'est pas que nous ne sommes pas intelligents, nous avons des valeurs, nous avons un certain... Merci Claude Abaté, on vous rejoint dans quelques instants. Alors avant de rejoindre Savané sur Paris, Jean-Claude voulait réagir. Jean-Pierre, j'ai fait une synthèse. Il existe un Jean-Claude, donc c'est pas moi. Non, ce que je veux dire, c'est qu'après cette intervention, bon, il y a une chose qui est assez flagrante, c'est que, certes, et je reviens toujours à Mudimbe, puisque c'est le dernier film que j'ai fait, Mudimbe dit « l'Afrique est une invention ». D'accord? Donc les autres nous ont inventé. Bon, c'est une chose. Donc, ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils font, c'est une chose. Mais évidemment, après l'invention, nous avons pris le relais. Je ne crois pas que ceux qui dirigent au Cameroun sont naïfs et dorment avec des ennemis en croyant que ces gens vont les aider. Donc, je crois qu'aujourd'hui, quand même, le leadership, ceux qui dirigent au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'ils sont naïfs. Quelque part. Je pense que soit nous renonçons et nous accusons tout le temps les autres, alors que nous-mêmes, nous tenons les choses au quotidien, au jour d'aujourd'hui. Je suis persuadé que les étrangers, s'ils ont un rôle, je ne suis pas sûr que ça dépasse 30%. Je pense que les Camerounais sont responsables au moins 70% de ce qu'ils font chaque jour. Et le gouvernement, parce qu'il ne faut pas mettre tous les Camerounais dessus, beaucoup n'ont pas de moyens de faire quoi que ce soit. Le gouvernement devrait donc peut-être être celui qu'on accuse, c'est donc lui qui serait naïf, ferait qu'effectivement, chaque jour, on se fasse baiser, excusez-moi le terme. Donc, quelque part, si nous savons d'où nous venons, donc avec cette matrice qui a été mise en place pour nous contrôler, ça fait donc combien depuis 60 que nous nous gérons nous-mêmes, sachant que d'où nous venons, évidemment. Et puis maintenant, on parle de se réinventer, mais il n'y a pas de programme de réinvention. Et on s'arrête là pour se plaindre que oui, les autres nous ont fait ci, nous ont fait ça, nous ont fait ça. Et ce que nous faisons à nous-mêmes, à nos propres gens tous les jours, ça ne compte pas. Donc je trouve que quelque part, il y a une espèce d'immaturité, tu vois, à tout le temps essayer de mettre la faute du côté occidental. On dit que si vous cognez la tête une fois contre le mur, ça peut arriver 2 fois, 3e fois, c'est vous qui êtes con. Donc quelque part, ceux qui prennent l'argent des Camerounais tous les jours, sous forme de salaire, sous forme d'avantages, parce qu'ils nous gèrent tous. Si ceux-là sont incapables de nous protéger, de nous donner la santé, de nous donner la prospérité, il faut qu'on leur demande des comptes. Qu'est-ce que vous faites de tout ce qu'on vous donne comme privilège pour que nous soyons mieux? Nous ne sommes pas mieux aujourd'hui, alors ça veut dire que ces gens-là, à un moment donné, il faut en face à face pour leur demander des comptes. Moi, je crois que c'est un peu ça. On ne peut pas éternellement dire c'est de la faute des autres parce que depuis 60, depuis il y a eu l'esclavage, il y a eu ceci, cela. Oui. Jean-Pierre, donc pour vous, c'est le bal des faux culs et des faucons. Hein? Alors, Henri Diabaté, j'allais vous dire, dans les sociétés dites avancées, le président peut venir de temps en temps et dire « casse-toi, pauvre con ». Mais le peuple aussi le lui renvoie. C'est-à-dire le peuple, au moment des échéances, dit aussi « casse-toi, pauvre con ». Et puis on passe à autre chose. C'est-à-dire, sans écart de langage, bien sûr, mais je veux dire que c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on vit. Et la science politique nous donne justement les faits pour l'analyse de ces bases de données politiques. Pourquoi chez nous, on s'attarde à être si facile? Pourquoi ça ne transpire pas un peu de justice, de bien, même pour ceux qui ont appris à lire 2 ou 3 livres? Je ne sais pas si on s'égare, mais moi j'ai un petit pincement. Qu'est-ce qui nous empêche d'être humains, d'être humanistes, de ne plus avoir honte, de traîner nos gandouras et nos costumes je ne sais pas, qu'est-ce qui... Ah ben, Martial, il faut comprendre, hein, en fait, tout tourne autour, ta question tourne autour de la Constitution. Oui, parce que... De la loi fondamentale. Oui, parce que la Constitution, c'est la loi fondamentale, c'est le contrat social que les hommes ont entre eux. C'est-à-dire ont érigé entre eux, qui gèrent leurs relations. Oui, mais attendez, la Constitution camerounaise, peut-être vous ne le savez pas. Dans le livre Cameroun, on en parle très bien comment elle a été écrite, comment elle a été une copie de celle de la 5e République française. Comment j'ai oublié l'avocat qui est venu, qui a été payé beaucoup d'argent pour la tailler sur mesure pour Aïdjo. La Constitution est toujours une copie de... Voilà, elle est toujours une copie. N'empêche qu'avec une intention précise. Donc, nous sommes sur une Constitution qui a été dès le départ trafiquée. Je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Je refuse pas. Je trouve que cette Constitution, peut-être qu'elle a été imposée au peuple du Cameroun. C'est grave. Je ne vois pas comment on va passer cette étape. La Constitution est fille de son époque. La Constitution est fille de son... Elle épouse les contours de l'histoire, les contours de son temps.
C'est-à-dire qu'à un moment, lorsque le système de pensée, le système de croyance, le système de vie d'un peuple ne s'accommode plus de la Constitution, on la modifie. Il n'y a rien à faire. Tous les peuples au monde le font. C'est-à-dire, soit on met un nouveau texte pour pallier au manquement de l'ancien, soit on retranche. Oui, mais le problème chez nous, c'est qu'on sent que la Constitution est toujours très personnelle. Tu me permets, oui, enfin, excuse-moi, je veux y arriver. Ça, c'est le principe. C'est-à-dire que c'est le principe, il est acquis. La Constitution étant fille de son époque. Mais non, c'est pas vrai. Pour Ahidjo, ça a été taillé sur mesure pour lui. Oui, d'accord, mais on peut ajouter, on peut retrancher. Elle n'est pas fille de son époque. C'est-à-dire qu'avec toute la tricherie, nous avons eu une Constitution dès le départ taillée sur mesure pour un chef d'État qu'on voulait très puissant sur son peuple. Donc le peuple n'est pas dans l'affaire. Oui, mais c'était le type des constitutions à l'époque. C'est-à-dire les constitutions étaient calquées. Qu'est-ce qui a changé? Le modèle, c'était la 5e Constitution. C'est-à-dire on voulait un État fort. C'est les Français. Oui, c'est les Français, mais c'est pas nous, c'est pas dans l'affaire. L'intérêt pour les jeunes peuples comme les nôtres, c'était d'avoir un exécutif fort. Mais l'intérêt pour qui? C'est les Français qui ont décidé ça pour nous. Oui, on a eu l'indépendance sans élection. On ne peut pas refuser ce fait. Vous trompez parce qu'il faut faire le bon diagnostic. Quand quelqu'un est malade, écoutez-moi un peu. Si vous permettez de terminer. Non, écoutez-moi un peu. Parce que quand on fait le bon diagnostic, si tu veux, on a les chances de sauver le malade. Mais vous passez sur quelque chose de fondamental, puisque la question qu'il pose est quand même fondamentale. Vous passez dessus alors que c'est le mal qui nous ronge. Donc, vous passez dessus et vous confondez eux et nous. Jean-Pierre, permettez donc qu'il reprenne. Et puis, rapidement, puis on va rejoindre Savané qui nous attend. Que la Constitution a été imposée ou pas, le type, la Constitution est là. La Constitution du Cameroun était la pâle copie de la Constitution de la 5e République. Il fallait un État fort, un exécutif fort, quitte à brimer le principe de la séparation des pouvoirs. L'exécutif était fort. Et l'exécutif a permis au Cameroun de voguer pendant 50 ans. Aujourd'hui, on a pensé à un moment qu'il faut adapter la Constitution aux principes qui gèrent la vie. Qui l'a pensé? Le chef de l'État. En pensant, il s'est dit, on peut modifier la Constitution. Mais beaucoup ont jeté leur regard sur cet article du verrou constitutionnel. Mais le problème qui se pose... Attends, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Le problème qui se pose, c'est qu'il faut comprendre. Je ne suis pas partisan de la modification de certains articles de la Constitution parce que ça fait la part belle à un groupe, aux intérêts d'un groupe. Mais le problème, c'est qu'il faut regarder les leçons, tirer les leçons de l'histoire. Les peuples qui ne sont pas forts, c'est-à-dire les peuples qui n'ont pas une structure politique forte, ces peuples-là sont obligés de garder un exécutif fort, de garder une stabilité sur le plan politique pour se développer. Trouvez-moi un seul pays au monde. Je vous prends l'exemple de la France. L'âge d'or de la France, c'est Louis XIV. L'âge d'or de l'Angleterre, la révolution, dans la dictature, c'est l'absolutisme. Aucun pays ne s'est développé. Donc, ça dictature. Tous les pays là se sont développés. Vous défendez la dictature. Et Mobutu, pourquoi le Zaïre ne s'est pas développé? Attendez, attention. Non, pourquoi attention? Je dis, tous les peuples ont atteint un certain niveau de développement de façon curieuse lorsque l'État était très fort. Mais maintenant, le problème qui se pose, c'est adapter la Constitution. C'est adapter la Constitution aux intérêts de la masse. Satisfaire les aspirations de la masse. C'est pourquoi il faut adapter. Parce qu'il y a toujours ce soupçon. Mais de là à penser que non, on modifier la Constitution, c'est un crime, je dis non. Bon, je trouve que Diabaté, allons à Paris. La question reste pertinente parce que chez nous, il y a tout ce petit soupçon de fraude. Nos intellectuels sont très forts, nos constitutionnalistes. Ils sont hyper brillants derrière leur afro pour chercher le petit point gagnant pour le roi. C'est ça qui... Moi, j'ai envie de comprendre ça. Et puis, à Paris, Savané, répondez un peu. Hein. Nous sommes victimes d'Ebola, nous sommes des grands singes, mais on veut comprendre quand même. Pourquoi en France, par exemple, Sarkozy, il est parti à 5 ans et là, il dit qu'il revient. Vu d'Afrique, ce n'est pas très démocratique, mais c'est la constitution de là-bas qu'il respecte. C'est-à-dire, on peut partir et revenir, finalement, on n'est pas parti. Donc, il n'y a pas aussi de constitution. Hein, Savané? Non, il est candidat à l'UMP. Oui, mais c'est... Vous savez, pour M. Sarkozy, le moteur de M. Sarkozy, c'est son retour au pouvoir. La constitution de la 5e République ne l'empêche pas de revenir. Seulement, M. Sarkozy surfe sur le terreau
des contre-performances de M. François Hollande. Donc, malgré les affaires, malgré les procès qui l'attendent, M. Sarkozy a dû sentir que le moment était opportun pour annoncer sa candidature. Mais il faut connaître la sociologie de l'UMP. Quand on connaît la sociologie de l'UMP, quand on connaît l'histoire de ce parti qui est né du RPR, qui était un avatar du gaullisme, quand on sait que ce parti avait pour vocation de rassembler toutes les droites et qu'au sein de ce parti, vous avez une frange qui va de Neuilly à la Côte d'Azur, hein, vous pouvez vous faire une idée des enjeux qui font que M. Sarkozy n'est que l'expression d'une volonté de milieu d'affaires et d'une coterie politique pour revenir aux affaires. Voilà. En fait, la Constitution de la Ve République ne l'empêche pas de revenir. Seulement, moi j'aimerais savoir comment le pouvoir judiciaire va exprimer son indépendance et mener à terme les investigations qui sont en cours pour qu'on sache si M. Sarkozy ne sera pas, comment dirais-je, comme on dit aux États-Unis, un impeachment, ne pourra pas se voir la route de l'Élysée voilà, bloquée parce que, bon, il aura affaire à rendre compte de sa gestion et de son implication dans certaines affaires. Voilà. Alors, mais je pense que l'affaire Sarkozy, comme le disent certains, je pense qu'elle est révélatrice d'une forme d'évolution de la société et de la politique française. Quand on connaît l'histoire de la France, quand on a connu un homme comme le général de Gaulle, Pompidou, on se souvient de ce que Mitterrand avait dit, après Chirac, n'importe qui pourra être président en France. Alors, quand on sait ce qu'a fait Sarkozy pendant 5 ans ici, et qu'on voit, on voit à quel point M. Hollande est confronté à toutes sortes de difficultés, à la fois politiques et privées, il y a des interrogations, il y a certaines interrogations. On parle de décadence, peut-être, mais on parle d'évolution. Mais je pense que tout cela est révélateur d'une évolution de la société française qui, à mon avis, ne va pas vraiment dans le bon sens. Voilà. Ça, c'est pour répondre à votre question précise sur la France. Maintenant, si vous avez une question à me poser sur les constitutions en Afrique, je suis prêt à vous répondre. Ok, bien on revient à vous tout à l'heure. Claude Abaté, vous êtes à Yaoundé. Alors, dans ce jeu d'intérêt politique ou de petite politique, parce que la petite politique, c'est celle qui nous ramène vers le bas, hein, mais il y a aussi la grande politique qui vise les grands idéaux, le droit humain, qui vise le bonheur de tous. On peut imaginer une société idéalisante, même si on rêve un peu. Mais il y a aussi le jeu tribal. Et on sent bien que, parce qu'on parle de constitution, mais au fil des degrés, on règle pour satisfaire un petit clan, une petite tribu, un petit peuple, au détriment de tout le reste qu'on oppose. Et ça, c'est l'héritage aussi, pas des 27 siècles, mais plutôt des années de la colonisation occidentale. Là. Quel est votre regard, Claude ? Oui, disons que là encore, d'abord je voulais commencer par faire une précision. Tout à l'heure, je n'ai pas voulu dire, contrairement à ce que peut-être Jean-Pierre Lecola a compris, je n'ai pas voulu dire que nos responsables actuels sont à dédouaner, qu'on n'a pas allé demander les comptes. Mais je voudrais reprendre d'ailleurs quelque chose qu'il disait tout à l'heure, M. Diabaté, en disant qu'il faut bien diagnostiquer. Moi, j'ai parlé de ce diagnostic, qu'il faut d'abord bien diagnostiquer. Ça n'exclut pas des responsabilités historiques, conjoncturelles. Mais j'ai dit qu'il faut d'abord bien diagnostiquer le problème, parce que si on ne diagnostique pas, on va passer le temps à soigner les symptômes et non le mal. Parce que vous parlez justement des tribus et autres. Mais on sait très bien sur le plan historique
comment sont nés nos États. Comment se fait-il que nous avons des États aujourd'hui, il y a 200 ethnies? Ça n'a jamais été la volonté des Africains. C'est-à-dire que le Cameroun n'existe que parce qu'il y a des volontés extérieures qui ont voulu que le Cameroun existe. Donc, il faut donc, à partir de cette réalité, de cette rupture historique, créer quelque chose qui soit vivable, qui soit convivial, qui permette aux Africains de coexister. Et je voudrais même plutôt dire que sur ce plan, nous les Africains, nous sommes en avance. Parce que quand je vois des pays occidentaux, l'Espagne, voici le Royaume-Uni qui vient de faire un scrutin sur l'indépendance de l'Écosse, quand on voit les velléités séparatistes en Europe, il faut même dire que nous les Africains, en 50 ans, on a beaucoup fait. Donc il ne faut pas non plus se auto-flageller, parce qu'avoir 200 ethnies dans un même pays qui réussissent à tenir, là où on voit chez eux 2 ou 3 communautés qui n'arrivent pas toujours à s'entendre aussi facilement, je peux dire, mais il faut reconnaître que le défi est immense pour nos États, le défi est immense pour nous-mêmes. Je voulais aussi dire qu'il parlait de demander des comptes à nos dirigeants. Il a raison, mais Jean-Pierre Bokolo doit aussi savoir que la capacité même à demander, le fait de demander des comptes est une capacité. Quand on voit nos États africains aujourd'hui, au-delà du Cameroun, est-ce que les peuples, est-ce que la société civile, est-ce que l'opposition est structurée de manière à savoir demander les comptes aux dirigeants? Vous verrez que là aussi, beaucoup de critiques se résument un peu, permettez-moi d'être un peu trivial, c'est plus quitte là je m'assois pour prendre le pouvoir. Donc il n'y a même pas au niveau de ceux qui revendiquent des comptes, il n'y a pas une structuration qui soit efficace, qui permette effectivement de demander des comptes. Et puis au-delà du Cameroun, là encore, on a vu les expériences démocratiques. On a des pays qui sont un peu plus sur le plan de l'alternance du pouvoir, un peu plus en avance, il faut le reconnaître par rapport à nous. Mais lorsqu'on regarde aussi, on ne voit pas un saut qualitatif en termes de niveau de vie que ces pays, on voit des améliorations de gouvernance ici ou là par rapport à d'autres pays, par rapport à nous peut-être, mais on ne voit pas un changement parce que tout simplement, il y a un système. Et je peux vous dire que les Africains ne sont pas conscients dans quel système on nous a mis. Et tous les blocages qu'il y a dans ce système. Moi, j'ai discuté, vous savez, je suis président d'un patronat, j'ai discuté avec un grand responsable de la Banque mondiale et qui me disait, mais franchement, ce que vous ne savez pas en Afrique, c'est que quand un franc part de la Banque mondiale ou du FMI, avant d'arriver chez vous, il y a quelqu'un quelque part dans un pays que je ne vais pas citer, en 5 colons, ils savent exactement ce qui se passe chez nous. Ils suivent nos conversations. Le téléphone pour appeler à côté, ça passe par un certain pays. Pourquoi on a assassiné Kadhafi? Parce que Kadhafi, justement, venait mettre en place des projets qui allaient casser ce système. Donc il ne faudrait pas qu'on ignore ça. Il ne faudrait pas qu'on ignore l'emprise. Et je ne le dis pas pour dédouaner nos responsables. Je le dis pour que nous, les Africains, nous sortons de la naïveté. Parce qu'il faut qu'on prenne conscience de là, dans quelle situation on nous a mis. Et qu'on ait des réflexions plus profondes, plus stratégiques, je dirais, plus nocturnes. Permettez-moi l'expression, il faut le dire. Plus nocturnes pour savoir comment affronter. Parce que ces gens nous ont mis dans un système à cause de notre défaite, okay? Parce que moi je reviens encore là, à cause de notre défaite historique, ils ont passé le temps à nous changer de système. Parce que l'Afrique aujourd'hui subit sa défaite. C'est comme ça que je comprends ça. Donc l'organisation de nos États, est-ce que vous savez que dans nos États, ce que vous appelez des dirigeants, il y a des gens qui ne sont pas camerounais, qui ne sont pas sénégalais, qui ne sont pas ivoiriens, qui n'ont d'ivoirité ou de camerounité que la couleur de la peau. C'est-à-dire qu'ils sont sortis des réseaux ésotériques et autres, et je ne veux pas dire que forcément les réseaux sont un problème, mais je veux simplement dire qu'il y a la tête de nos États qui veille sur le livre scolaire. Vous pensez qu'on a déjà atteint la liberté, l'indépendance en matière de livre scolaire? Allez regarder les livres d'histoire qui est dans nos lycées, dans nos collèges, ok? Et c'est très facile lorsqu'on n'est pas dirigeant en Afrique de dire, mais si je suis au pouvoir, je vais enlever ça, je vais enlever ces livres-là, je vais permettre qu'on enseigne la vraie histoire aux Africains. Mais faites-le. Je ne vous donne pas, dans le système actuel d'organisation, dans la faiblesse de nos États aujourd'hui, je ne vous donne pas ce pouvoir-là 2 ans ou 5 ans de vie. Parce qu'on a vu la Libye, la Côte d'Ivoire et autres, où ceux qui ont eu ces velléités ont été... Donc, je voulais simplement dire ça en disant aux Africains, tout en combattant, tout en demandant des comptes à ceux qui sont en place aujourd'hui, qui sont pour moi plus ou moins à des degrés différents, de prolongement d'un système d'exploitation de l'Afrique,
tout en leur demandant des comptes, nous devons comprendre encore une fois que notre vrai combat stratégique, il est plus loin. Et il doit commencer par nous-mêmes. Parce que quand je dis la défaite historique, la naïveté, ce n'est pas pour accuser l'Occident, parce que je pense que c'est de bonne guerre. Et on ne va pas leur demander de prendre notre place. Mais j'ai dit que nous, les Africains, on doit quand même se dire pourquoi depuis 27 siècles on nous domine. Pourquoi? Les Asiatiques se sont posés cette question et l'ont résolue. Et aujourd'hui, ils émergent. L'Africain doit se demander pourquoi je suis passé de la traite négrière à la colonisation, à la néocolonisation. Pourquoi je pleure depuis tant de siècles? L'Africain doit, pour à la fois bien diagnostiquer, comme il a dit, et aussi donc commencer à réfléchir. Et c'est là que je suis d'accord avec eux. Réfléchir, repenser. Et ça passe par des réflexions, je le dis encore de manière triviale, des réflexions nocturnes. Il n'y a pas une seule réunion que nous pouvons tenir dans nos États aujourd'hui sans que tout le secret soit dehors. Permettez-moi d'être terre à terre, parce que je veux que les Africains comprennent. Parce que nous parlons une langue qui n'est pas la nôtre. Nous utilisons des micros que nous avons, tout ce que nous allons dire. Nous avons des gens parmi nous qui sont diplômés, mais diplômés plus pour... Si vous n'avez pas ça en Asie, il y a des choses aujourd'hui que les Chinois décident de faire, les Occidentaux sauront simplement quand c'est dehors. Mais chez nous, ce n'est pas possible. Donc, moi, je voudrais que les Africains prennent conscience qu'il faut continuer le combat des nationalistes. Et ce n'est pas un combat d'armes, nous n'en avons pas. Ce n'est pas un combat de Kalachnikov, nous n'avons pas. C'est un combat de pensée. C'est un combat de civilisation. Il faut que les Africains réhabilitent leurs valeurs, réhabilitent leurs pensées, réhabilitent leur histoire, d'abord la maîtrisent et la comprennent, pour qu'ils soient capables donc de concevoir d'abord à l'intérieur d'eux-mêmes. Et je dirais en secret, parce que si c'est des réunions publiques et autres, ça n'ira pas très loin parce qu'on sera toujours infiltré, et conçoivent donc des systèmes d'organisation sociale qui vont permettre aux gens, parce que j'entendais Diabaté parler de constitution. Quand je l'entends parler de constitution, mais il est très intellectuel. Qu'est-ce que notre maman, si tu expliques la constitution, que c'est un contrat social, etc., tout ça c'est bien beau. Mais quelle est la frange de notre population qui se reconnaît dans cette définition? Les mots d'ailleurs constitution, république ne sont pas dans nos langues. Ne sont pas dans nos langues. Donc c'est une affaire des élites, des intellectuels qui sont allés à Paris, à Londres et autres étudier, qui se comprennent entre eux. Mais la majorité de notre peuple ne se reconnaît pas dans ces combats. Et maintenant, les manipulations de tribus et autres. Je termine en chutant en disant que lorsque, M. Bissok, vous regardez les scandales qui se passent chez un de nos anciens colonisateurs, vous regardez les hommes politiques qu'on attrape aujourd'hui parce qu'ils ont fait des scandales à l'intérieur de leur parti, parce qu'ils ont voulu truquer des élections, parce qu'ils n'ont pas payé d'impôts, ils n'ont pas déclaré. Vous vous rendez compte que voilà des gens qui nous ont éduqués, voilà des gens qui ont sélectionné notre personnel politique. Vous vous dites que si chez eux, ils sont déjà aussi impropres, vous pensez que les Africains qui sont sortis, qu'on a recommandés ici ou là, qu'on a placés, pouvaient être mieux? Donc pour moi, quand je vois les Africains, je nous vois aujourd'hui, je vois que nous sommes des gens comment dire, il faut recréer des choses en nous. Et ça passe donc, pour moi, par une bonne éducation, par une conscientisation. Vous pouvez tripatouiller ou ne pas tripatouiller les constitutions, ça ne va pas changer. La propension, d'ailleurs la constitution de la Ve République, vous savez qu'elle a été conçue pour un homme. Donc nous, fidèles à des gens qui ont connu De Gaulle, la constitution de la Ve République a été conçue pour De Gaulle. Le président français, c'est un petit omnipotent. C'est seulement que la confrontation là-bas avec d'autres cercles démocratiques font que ça, eux, ils ont la possibilité de tempérer parce que la France doit être en compétition avec d'autres pays. Mais chez nous, où cette compétition entre les nations est encore... C'est normal que les gens cherchent d'autres constitutions. Les gens créent d'autres petits De Gaulle en Afrique. Parce que notre modèle de pensée vient de là-bas. Donc voilà le vrai combat pour moi. Voilà le reste là. C'est vraiment, si les Africains comprennent l'enjeu, si les Africains comprennent dans quel système économique et politico dans lequel on nous a mis, et que Kadhafi a essayé, parce que qu'est-ce que Kadhafi a voulu faire? Kadhafi a voulu nous doter de moyens de communication, de moyens financiers, de moyens de commerce, de moyens de commerce interne, toutes choses dont nous avons besoin. Tout le reste pour moi n'est que, je dirais, important, mais pas... ne permet pas stratégiquement de défaire ces liens dans lesquels nous sommes et continuons d'être. Mais je ne désespère pas. Je ne parle pas comme ça pour désespérer, parce que je dis, mon combat, c'est que les Africains prennent conscience. Parce qu'un peuple prend d'abord conscience. Les Asiatiques ont d'abord pris conscience, ont d'abord compris dans quel
situation, ils ont donc mis en place des discours. Réalisation de ces... Merci Claude. On revient à vous dans quelques instants. Il faut faire circuler la parole. On a compris votre analyse. Alors Jean-Pierre Bekolo, il est revenu sur 2 ou 3 notions quand même assez importantes, même si on l'a senti un peu ambigu à certains moments. Mais c'était bien qu'il pose quand même le problème de notre... Oui, en fait, c'est-à-dire que dans ce que... Bon, je suis tout à fait d'accord avec beaucoup de points, mais ce qui est assez flagrant, c'est que finalement, les dirigeants que nous avons ne peuvent rien. Il est assez fataliste aussi. Oh non, c'est très clair que ceux qui nous dirigent ne peuvent rien. Donc, à partir du moment où les gens veulent rester au pouvoir et reconnaissent qu'ils ne peuvent rien, ça pose un problème. Nous avons dans ce pays des gens qui sont décédés, ont été tués parce qu'ils voulaient quelque chose. Ils ne pensaient pas aux stratégies complexes de survie. Ils ont dit, ils s'appelaient Oumiobe, ils s'appelaient tous les autres, Ernest Ouandji et les autres. Ils ont dit, nous on veut ça, voilà, c'est tout pour nos peuples. Donc, l'idée de dire que il faut durer, il faut contourner parce que nous ne sommes pas libres. La liberté n'est pas quelque chose de négociable, en fait, en général. Parce que je crois que même un enfant qui se sent comprimé, il va crier, il va tout faire pour avoir cette liberté-là. Donc, l'idée de dire que nous devons accepter d'être dirigés par des gens qui s'avouent incapables de nous protéger, de nous aider à atteindre quoi que ce soit, moi, ça me pose un problème. C'est-à-dire que si finalement c'est ce modèle-là qui est fataliste dans l'affaire, parce que je ne suis pas sûr que poser ces problèmes, les problèmes que nous avons, les problèmes qui sont les nôtres, à ce texte colon qui n'est pas non plus quelqu'un, je veux dire, comment je peux dire ça, d'inatteignable. C'est-à-dire que nous pouvons poser sur la table ce qui nous pose problème. Il a parlé du livre. Je suis désolé, pourquoi le livre serait-il entre les mains d'un pays ou de gens ou de lobbies et tout ça, alors que donc personne dans le Cameroun que nous avons, des ministres, partout, ne peut dire que nous, on doit avoir le livre. Enfin, moi, je trouve que c'est un constat assez grave d'échec et d'incapacité et d'impuissance, donc qui pour moi ne donne aucun espoir. Alors, Henri Diabaté, vous vouliez revenir là-dessus, mais il parlait des scandales en France. Mais la capacité d'une grande nation, c'est de détecter là où il y a eu scandale. Mais parce que nous ne sommes que des humains, avec le même visage, qui peut être blanc, pâle ou jaune, mais on est tous souvent fautifs ou simplement humains. Mais la force d'un État, c'est d'être capable d'amener ces gens, ces petits voyous, face à la presse, face à la démission. Enfin... Évidemment, c'est-à-dire qu'en France, la société a prévu des garde-fous. Lorsque quelqu'un prend des libertés par rapport à la vie sociale, tout de suite, là, il y a une sorte de relais sociaux. Les relais sociaux se mettent en marche tout de suite, c'est-à-dire que la presse dénonce. Et directement le procureur de la République. Je me rappelle d'un colloque ici sur la presse, sur le rôle du journaliste. J'ai expliqué aux gens, le journaliste au Cameroun ne peut pas être comme le journaliste en France. Parce qu'en France, les réseaux sociaux sont huilés. C'est-à-dire quand le Canard enchaîné dit qu'il y a des officines urbaines et sages qui financent le parti socialiste au pouvoir, tout de suite, le procureur de Drancy, Renaud Van Ruymbeck, met directement le premier secrétaire du Parti socialiste qui est au pouvoir en examen, Henri Emmanueli. Tout de suite, c'est parce que les réseaux sont huilés. Au Cameroun, c'est impossible. Chez nous, c'est impossible. Chez nous, il faut tympaniser. C'est-à-dire la presse aura beau dire que c'est un voleur, montrer toutes les preuves. Chez nous, il faut tympaniser. Pour rendre lui à un sou, il faut tympaniser son tympan. C'est-à-dire il faut casser son tympan avec un gros marteau. Pour que chez nous, quand on parle. Et puis un matin, le prince dit, dis donc, arrêtez-le, mettez-le à Newbel. Non, le prince dit arrêtez-le quand il a des velléités de candidature. Voilà. Donc, maintenant, parce que ça tourne autour de... C'est une suggestion. C'est une suggestion. Enfin, on suppose. On suppose. Voilà. Ça, on suppose. Mais là, les relais sociaux ne sont pas bien huilés. Aucun magistrat ne peut avoir le courage de voir un individu qui bénéficie d'un enrichissement sans cause. Lui demander des décomptes, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas légalement. Mais légalement, il le peut, mais il n'a pas le courage. Mais maintenant, je voudrais revenir rapidement sur un aspect ou deux. Oui, tout à l'heure, très vite. Abaté, le président Abaté parlait de tribus, de l'amas de tribus. Il y a 200 ethnies, 300 ethnies qui cohabitent dans un espace territorial donné et que c'est facteur de désordre. Je dis non, je ne suis pas d'accord. Je dis au Moyen-Âge. Je prends les constitutions des empires, les constitutions politiques africaines en Afrique. Au Moyen-Âge, je parle du Mali. Dans l'empire du Mali cohabitaient 11 peuples.
11 peuples, c'est 11 grands groupes ethniques. Et quand on prend les petits groupes ethniques, ils étaient environ 100. Et des groupes ethniques qui n'avaient pas souvent la même religion. Il y avait certains qui étaient musulmans, il y avait certains qui étaient animés. Je prends l'Empire du Mali, je prends le royaume Bambara du Carthage, je prends le royaume Peul du Fouta. C'est-à-dire, c'était des royaumes où cohabitaient des peuples et sans heurts, avant l'arrivée des Blancs. C'est ça qu'on appelle la démocratie. Les gens cohabitaient alors qu'ils n'appartenaient pas, dans nos ils ne sociétés relevaient pas aujourd'hui, du même groupe ethnique, ni de la même religion. Et on connaît que quand au monde aujourd'hui, lorsque vous n'êtes pas de la même religion comme en Écosse, comme en Irlande, ça crée des guerres. Quand vous n'êtes pas du même groupe ethnique comme en Espagne, ça crée des guerres. Comme en France, à Bastia, on tue des préfets. Parce qu'on ne partage pas la même opinion, on n'a pas la même culture mémorielle d'un point de la France à un autre. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Je vais oublier. Mais je dis, les Africains peuvent, je parlais en entrée, je disais qu'il faut déstructurer l'État postcolonial en revenant aux structures, aux vœux, aux postulats de la déclaration de Lagos 1980. C'est-à-dire quoi? C'est le régionalisme, le développement par les régions. Si aujourd'hui, vous savez pourquoi les États-Unis n'ont modifié, n'ont procédé à quelques amendements de leur Constitution, pourtant elle est très vieille, tout simplement parce que la Constitution est bâtie sur des équilibres précaires. Et alors, pour ne pas toucher à ces équilibres, on n'a pas amendé on prend soin de ne pas amender la Constitution n'importe comment. Donc, chez nous, ça veut dire que si on est dans des États, Afrique centrale, si on est dans un État Afrique centrale, je vous assure qu'il sera très difficile de toucher à la Constitution. Il sera très difficile de toucher à la Constitution parce qu'il y a un intérêt, il y a une somme d'intérêts. Les chefs d'État se sont entendus. Attendez, on va à Paris pour sortir parce qu'on est pris par le temps, hein, ça passe vite, on n'a pas vu le temps passer. Salut aussi Savané, on voit avec toute l'énergie et toute la force qui va avec, comment le jeune Kabila tente de se maintenir ou de faire passer la Constitution. Blaise Compaoré aussi sent qu'il ne faudrait pas partir en ce moment précis. Quelle est votre lecture à Paris pour sortir de ce débat aujourd'hui? En 30 secondes. Pour prendre le cas de M. Compaoré, ça fait 27-28 ans qu'il est au pouvoir. On sent qu'il use de moult subterfuges pour prolonger son maintien au pouvoir. Seulement, j'ai bien peur, pour prendre là le cas du Burkina, que ça pose un gros problème. Vous vous rappelez qu'il y a de cela 3 ou 4 ans, M. Blaise Compaoré a failli être renversé. Et je crois savoir que certaines autorités lui ont fait passer le message qu'il faudrait qu'il réfléchisse à passer le témoin. Alors, on avait parlé de son frère, il n'en est pas question. On avait parlé de son beau-frère, qui est le ministre des Finances, le mari de sa sœur, il n'en est pas question. Bon, donc, on est en train de réfléchir. Ça pourrait être le chef de la garde présidentielle, M. Djendjéré. Pourquoi pas? C'est son homme de confiance. C'est avec lui qu'ils ont préparé l'assassinat de Thomas Sankara. Bon, ça pourrait être le ministre des Affaires étrangères, le général Bassolé. Pourquoi pas? Bon, mais il faudrait s'attendre, si jamais qu'il s'entêtait à rester au pouvoir, que le Burkina entre dans une période entre dans l'œil du cyclone. Pour parler du Congo, il me semble que le secrétaire d'État américain, lors de son passage à Kinshasa, a fait savoir qu'à Washington, on n'était pas d'accord. On souhaitait que la Constitution soit respectée. Bon, alors là, c'est l'oncle Sam qui parle. Quand on sait l'influence des États-Unis, non seulement dans le monde, mais surtout au Congo-Kinshasa, il y a de quoi espérer que M. Kabila et ses proches soient perméables au desiderata de Washington et qu'ils partent. Parce que, au-delà de ces questions de tripatouillage et dévoiement de l'État, il se pose la question de la stabilité.
du maintien de nos États dans dans la paix, dans la chose. Voilà. Alors, il se trouve que on fait le constat que lorsqu'on dure au pouvoir indéfiniment, vous avez l'usure du pouvoir, évidemment, et quand il y a usure du pouvoir, vous avez forcément un étiolement du sacerdoce de l'État, c'est-à-dire du respect des institutions, du service qu'on doit qu'on doit à la nation. Et je crois que pour prendre le cas du Burkina, vous rappelez que M. Laurent Bigot, qui était directeur Afrique au Quai d'Orsay, qui a été limogé par Laurent Fabius, avait dit il y a de cela 2 ou 3 ans, lors d'une conférence à l'IFRI, ça avait fait un tollé d'ailleurs, que le Burkina était un État mafieux. Donc je pense qu'après 27 ans, le Burkina qui a vraiment profité de la crise, la guerre civile en Côte d'Ivoire, je pense que le Burkina est dans un état tel qu'il y a impérieuse nécessité qu'il y ait une alternance au pouvoir. Voilà. Et vous avez 30 secondes à Yaoundé et puis on revient conclure. Au regard de tout ce qu'on a dit sur la Constitution, qu'est-ce qui nous empêche de partir aussi simplement? Pourquoi pas? Claude Abaté est avec nous à Yaoundé, dans nos bureaux à Etoudi. D'un discours fataliste, il est loin d'être fataliste mon discours. Je suis un réaliste engagé. C'est-à-dire que je pense que, et Diabaté l'a dit, que l'État postcolonial ne peut pas nous amener au développement tel que nous, les Africains, en soyons satisfaits. Voilà ce que je dis. Il faut donc d'abord déstructurer complètement l'État colonial avant de... Et pour le faire, il faut bien diagnostiquer. Voilà ce que je dis. Je ne suis pas fataliste. De deux, je ne suis pas venu ici comme porte-parole des dirigeants. Les dirigeants répondent. Je parle en intellectuel africain. Je ne dédouane pas. Je ne dis pas qu'ils n'ont... Les dirigeants ont dit qu'ils sont dépassés ou ils ne peuvent pas faire. Je pense qu'ils font beaucoup de choses d'ailleurs, positives. Mais j'ai dit que dans le système d'organisation aujourd'hui, l'Afrique ne peut pas s'en sortir sans avoir déstructuré complètement l'État colonial construit tel qu'on le lui a... Notre pays aujourd'hui fait face à une guerre, vous le savez. Mais cette guerre est imposée parce que les gens ont bien compris que la politique économique que le président, la politique d'émergence que le président de la République est en train de conduire est la meilleure politique possible. Il faut donc tout faire pour désorienter les moyens de l'État du Cameroun pour faire une guerre qu'on nous impose. Voilà ce que je dis. Je ne suis pas fataliste. Je crois à l'Afrique. Je veux une Afrique émergente. Je veux une Afrique forte. Mais pour cela, il faut déstructurer ce qu'on nous a imposé sur le plan historique. Abaté a tout dit. Alors Jean-Pierre, on est en train de partir. Qu'est-ce qu'on peut dire au sortir? On a dit qu'il faut savoir venir, savoir partir et rêver, donner le meilleur. Hein. Penser, think best for our people. I don't know, je sais pas. Moi, je reviens un peu à cette culture dont on parle tous, qui date, qui vient de l'époque coloniale, qui est du modèle colonial, où d'abord tout est secret. Donc d'abord, on ne nous met pas à contribution. C'est-à-dire que nous ne sommes rien tant qu'on n'a pas de décret, on n'a rien à proposer à ce pays. C'est ceux qui ont été nommés, on ne sait comment. Donc quelque part, finalement, nous avons donc un ennemi, semble-t-il, comme dit monsieur tout à l'heure. Donc, comment on le combat? Et surtout au Cameroun, notre histoire qui est de temps en temps évoquée quand on en a besoin, officiellement n'est pas enseignée dans nos écoles. Ce fameux livre Cameroun avec K, qui est le premier document qui nous donne toutes les informations, du moins beaucoup d'informations sur ce qui s'est passé au Cameroun. C'est sous la table, presque on se le partage, je pense qu'on le distribue. Donc, officiellement, on ne nous donne même pas les armes de combattre un ennemi extérieur. C'est-à-dire, l'histoire est la première arme. Cette fatalité des peuples qui ne sont pas unis, les Camerounais étaient unis pour combattre le même colon. Donc, quelque part, le fait que nous-mêmes, parce qu'il faut le dire, refusons donc que les Camerounais disposent, disons, du levier historique
hein, pour pouvoir faire face à ce qui leur arrive, pour moi, est une espèce de conspiration interne. Donc, je crois que c'est important de savoir si, évidemment, nous sommes sérieux ou si nous ne sommes pas sérieux par rapport à ce que nous voulons faire de notre pays. Alors, Henri Diabaté, merci. Vous êtes en train de courir. Vous êtes un consultant très couru. Hein, je ne sais pas si c'est le terme. Alors, au moment de partir de ce plateau, qu'est-ce qu'on peut dire? Je voulais dire tout à l'heure, Monsieur Savané, depuis vos studios à Paris, disait que le Congo, que le président Kabila voulait modifier la Constitution et le secrétaire d'État américain a dit quelque chose. Ça m'a fait rire parce que je me souviens en 2006, il y avait un jeune sénateur de l'Illinois, je crois. Il s'appelait Barack Obama. Il a fait voter une loi au Congrès américain disant que si le Congo est attaqué par une force étrangère, les États-Unis doivent intervenir. Et les États-Unis, le Congo a été attaqué. Moi, je n'ai pas vu les Américains intervenir une seule fois. Et aujourd'hui, ils arrivent, ils disent, ils s'immiscent dans le marigot africain pour donner des leçons, pour donner des injonctions. Non, mais j'allais dire, quand on s'appelle Kabila et qu'on a 40 ans sensiblement, qu'on est jeune, qu'on a la force et de l'ambition pour son pays, est-ce qu'on peut partir comme ça facilement Oui, ils peuvent partir. Je pense que le peuple va décider. C'est quand même chaque pays a son équilibre. Chaque pays a ses équilibres. Chaque pays est bâti sur ses équilibres. Non, chaque pays a son équilibre. Je pense que quand on regarde Singapour, quand on regarde la Malaisie, ce ne sont pas des modèles de démocratie à l'occidentale, mais ce sont des pays riches. Ce sont des pays très développés. Ce débat, laissons cette mesdames, histoire messieurs, de merci. modification de la Constitution. Jean-Pierre Bekolo, cinéaste mondialement connu, le monde entier nous l'envie, hein. C'est pas parce qu'il est là sur Canal 2. Henri Diabaté Mandingue, vous êtes une grosse tête, merci. Claude Abaté, la politique vous voici bien, les affaires aussi, bonne continuation. Salut aussi Savané, notre consultant de luxe, c'était à Paris, à Bobigny dans nos studios, et puis moi-même et toute l'équipe technique d'ici, Paris et Douala et Yaoundé qui a contribué à vous donner un peu le meilleur. On sera encore meilleur la semaine prochaine avec des thèmes osés et toutes les chaînes de télé parallèles, satellitaires vont imiter. Bon samedi à vous.